27 septembre, à Sainte-Foy, comme chaque année, on lâche les chevaux dans la Bastide. Professionnels du cheval, passionnés du cheval, de l'âne et de l'équin, amoureux des animaux, c'est le jour. Et là, on va se déplacer complètement au nord avec Émilie Maille qui donc est allée au nord de la Sibérie. Alors, la première question, c'est comment devient-on anthropologue de cette région du monde? Et la deuxième, ce sera comment devient-on spécialiste du cheval dans cette partie du monde? Tout d'abord, merci Chantal pour ton invitation. Je suis vraiment très très contente d'être aujourd'hui à Sainte-Foy-la-Grande pour la première fois, et j'espère pas la dernière. Alors comment on devient anthropologue? Je pense qu'il y a deux manières de devenir anthropologue. Soit on a envie de réfléchir à certains paradoxes qui sont un petit peu typiques de l'être humain et puis on choisit ensuite ce qu'on appelle chez nous un terrain, une partie du monde où travailler, ou pourquoi pas même en France, même si souvent en France on transforme l'ethnologie en sociologie. Soit on a envie ou on connaît déjà une partie du monde et on a envie de comprendre comment ça fonctionne là-bas. Et ça a été un petit peu mon cas. En fait, moi j'ai découvert la Yakoutie par le film de Bartabas, que je pense beaucoup d'entre vous ici connaissent. Le film qui s'appelle Chaman, qui maintenant est déjà un petit peu ancien. Je l'ai vu, j'étais au lycée. Il est passé sur les écrans, je crois, en 95. Et c'est ce film-là qui m'a fait connaître la Yakoutie, qui m'a permis de voir pour la première fois les petits chevaux yakoutes. Et lorsque, en faisant des études de russe, j'ai voulu aller en Russie, parce que la Yakoutie, ça se trouve à l'extrême est de la Russie, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas aller justement en Yakoutie, dans ce pays où les chevaux sont comme des petites boules de poils, plus des ours d'ailleurs que des chevaux. Et voilà, c'est comme ça que je suis partie là-bas, sans savoir ce qu'était l'anthropologie. Et avant d'avoir visité la Yakoutie, j'étais allée en Camargue, chez des amis, des gens qui sont devenus des amis maintenant. Et à cette époque-là, déjà, en fait, je m'en aperçois maintenant. Ce qui m'intéressait, c'était plus comment les gens montaient à cheval et pourquoi ils montaient à cheval et qu'est-ce qu'ils faisaient entre eux, ensemble, autour du cheval, plutôt que juste monter à cheval. Et donc j'ai appliqué ça en Yakoutie en faisant ce qu'on appelle une thèse en anthropologie qui s'intitule « Le cheval chez les Yakoutes chasseurs et éleveurs, de la monture à l'emblème culturel ». Alors, pour le public ici qui n'est pas habitué à ces questions de terrain, comment s'est passée l'arrivée sur le terrain en Yakoutie? Comment s'est passée la possibilité de faire ce qu'on appelle dans notre jargon de l'anthropologie et de l'observation participante? L'arrivée, est-ce que vous pouvez nous décrire en fait ce moment un petit peu magique, je dirais, où on découvre une société et où finalement on va tout faire pour rentrer dedans et comment le cheval s'est imposé finalement? Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la Yakoutie, c'est le pays le plus froid au monde. En hiver, il fait jusqu'à moins 60, moins 65 degrés en janvier, février. Et le premier choc pour moi en allant là-bas, c'était pas un choc culturel, mais c'était un choc climatique, parce qu'il faisait encore 20 degrés au-dessus de zéro chez nous. Et quand je suis arrivée, il y avait 30 degrés de moins là-bas. Il faisait moins 10. C'est pas encore très froid pour l'hiver là-bas. J'ai connu beaucoup de gens la première année parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais pas arrivée en étant une ethnologue, une anthropologue. Donc pendant un an, j'ai enseigné à l'université et ça m'a permis de connaître vraiment beaucoup de gens dans différents domaines. J'étais allée à la campagne aussi, j'avais vu des chevaux, rassemblé plein de documentation sur ce sujet, mais sans vraiment faire ce qu'on appelle un terrain. Par contre, ça m'a facilité les choses pour après. Et je dirais que la plus grande difficulté quand on est en Yakoutie, déjà c'est les distances. C'est vrai que pour aller dans un village, généralement, on arrive à Yakoutsk en avion, ou bien après 5 jours de train de Moscou.
Ensuite, il faut aller au village. Souvent, on prend encore un avion pour aller au village. De nouveau, 2 heures d'avion. Et une fois dans le village, on n'est pas au milieu des chevaux, bien sûr. Et pour ça, il faut aller chez les éleveurs et de nouveau faire un trajet qui souvent se fait à cheval, pour le coup. Parfois en motoneige, parfois avec des rennes, parce que c'est un pays où le cheval est très complémentaire du renne. Et puis on arrive dans un milieu d'hommes. Donc c'est peut-être ce qui est difficile pour une femme ethnologue, c'est d'être au milieu d'hommes. Les femmes ne sont pas là. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui en Yakoutie, les femmes préfèrent rester dans les villages avec les enfants. Et elles préfèrent avoir tout le confort de la vie moderne, la télévision, l'hôpital, l'école, l'éducation pour leurs enfants. Et les enfants et les femmes passent seulement l'été avec leur mari. Du coup, moi, je me suis souvent retrouvée avec une dizaine d'hommes autour de moi. Et dans ces cas-là, on essaye d'avoir une sorte de garant, quelqu'un qu'on connaît bien et qui nous introduit. Et j'ai un éleveur auquel j'aimerais bien rendre hommage, il s'appelle Grisha. Grisha, c'est Grigori en russe. Et aujourd'hui, il n'est plus parmi nous parce qu'il était tout seul sur son campement, il faisait les foins et il s'est blessé avec sa faux. Et personne n'était là pour le secourir. Et à l'époque, Grisha, c'était ma grand-mère. Parce que quand j'étais sur un campement avec une dizaine d'hommes comme ça, lui, il me disait « T'en fais pas, tu viens avec moi, je serai ta grand-mère. » Est-ce qu'on peut considérer que le cheval yakoute a constitué une sorte de peuple cavalier, comme dirait Jean-Pierre Digard ? Est-ce qu'on peut considérer que le cheval yakoute, c'est une sorte de moyen de locomotion, une sorte de moyen de survie ? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa place dans cette société ? Alors le cheval yakoute, évidemment, il a vu son rôle, sa place dans la société beaucoup évoluer entre la fin du 19e siècle et puis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a 13 villes en Yakoutie, et dans les villes, il y a des voitures, et tout le monde n'a pas accès au cheval. Mais à la fin du 19e siècle, et jusque, disons, dans les années 30-40 du siècle passé, le cheval était un animal qui était là dans tous les domaines de la culture, de la nourriture jusqu'à l'alimentation, le transport et puis les croyances religieuses aussi. Donc on mangeait du cheval parce qu'en Yakoutie, on aime les chevaux et c'est pour ça qu'on les mange. C'est un petit peu paradoxal pour nous, mais on mange des chevaux qui sont pas nos chevaux, on mange les chevaux des autres, c'est plus facile. C'est un animal qui, lorsqu'on le mange, on perd rien dans l'animal, on utilise la peau, avec les sabots on fait de la colle, rien n'est perdu. Et aujourd'hui encore, dans certains villages, lorsqu'on se hasarde dans la forêt ou bien sur les hauteurs des collines environnantes, on peut voir dans les arbres des têtes de chevaux et parfois la queue et des membres des chevaux. Et en fait, ce sont des personnes âgées qui aujourd'hui encore veulent se faire inhumer comme l'étaient les vieilles personnes il y a 100 ans. C'est-à-dire en ayant un cheval pour les accompagner dans l'autre monde. Donc ça s'appelle un cheval psychopompe, selon les termes que nous on emploie. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très impressionnant. Mais les jeunes ne le font plus. Par contre, le cheval est présent partout, même dans les jeunes générations. Aujourd'hui, tout le monde, même en ville, même quelqu'un qui n'a pas contact avec le cheval, il va dire nous, on est un peuple cavalier, nous, on est les fils de Djehegeuy. Et Djehegeuy, c'est l'esprit protecteur des chevaux. Et c'est vraiment un animal prépondérant en Yakoutie, même s'il y a le renne aussi, l'animal du froid, l'autre animal du froid.
Et le cheval yakoute, c'est le petit cheval polaire. Et c'est bien la monture d'un peuple cavalier. Et sur l'emblème de la République Sakha-Yakoutie, eh bien, il y a un cavalier avec son drapeau. Ce qui veut bien dire que les Yakoutes ont envie de s'identifier un petit peu à leurs cousins, qui sont les Mongols et les autres peuples turcs qui habitent en Asie centrale. Parce que les Yakoutes sont des Turcs. Est-ce que dans cette société où le cheval est un petit peu sur son déclin, dirons-nous, il y a quand même, comme j'ai pu retrouver chez les pasteurs transhumants de la région du Ferlo au Sénégal, qui ont donc beaucoup de bœufs. On les considère en ville comme étant pauvres, alors qu'ils sont à la tête de troupeaux immenses. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle chez les Peuls l'animal Tchosam, c'est-à-dire l'animal de tradition, de celui dont on a eu les talons et on a eu comme une filiation, presque une parenté avec l'animal, qui fait qu'on n'abat pas celui qui est issu de l'ancêtre du premier cheval que notre propre ancêtre a eu. Il y a quelque chose effectivement qui ressemble à cette tradition-là en Yakoutie, qui n'est pas spécifique aux Yakoutes. Parce qu'elle existe aussi chez les éleveurs de rennes, qui sont les Évènes, les Évenques et encore d'autres peuples. Il y a généralement dans chaque troupeau un animal qui souvent est un étalon qu'on n'abat jamais. Et on lui laisse pousser les crins et on ne le monte pas non plus. Donc c'est un animal qui reste un petit peu plus sauvage que les autres. Par contre, quand on lit un petit peu les traces qui restent dans les archives de ces traditions-là, on voit que les gens restaient très pragmatiques. Et ce rôle pouvait changer. Tout comme dans ces traditions-là, les chamans, ces fameux hommes un peu spéciaux qui faisaient le lien entre le monde des esprits et le monde des hommes, eh ben, une fois que le chaman n'était plus très efficace, on en changeait. Donc un cheval n'était jamais pour toute sa vie ce protecteur des troupeaux et des êtres humains, et on pouvait en introniser un autre par un rituel. Est-ce que dans cette société-là, il y a des écoles d'équitation, comme il peut y en avoir chez nous ? Aujourd'hui, en Yakoutie, il n'y a pas d'école d'équitation. Il n'y en a même aucune, sinon à la capitale. C'est vrai qu'à la capitale, il y a un hippodrome tout à fait moderne où courent des chevaux qui d'ailleurs ne sont pas des chevaux yakoutes, que les Yakoutes achètent très très cher à l'étranger, des pur sang, des chevaux qui sont gardés en écurie, à la différence des chevaux yakoutes qui restent dans la nature. Il n'y a pas d'école d'équitation, mais ce sont les jeunes qui partent avec leur père, leur mère, qui un jour prennent un cheval. Et je me rappelle un jour où ce fameux ami, Grisha, m'avait proposé d'aller voir des éleveurs de rennes à 2 jours de route. Et il m'a dit, bon, bah, cette fois-là, on emmènera ma fille et sa cousine. Sa fille avait 12 ans. Et même si lui était éleveur de chevaux, elle n'avait jamais monté à cheval parce qu'elle n'avait pas eu de raison de le faire. Eh ben, il l'a simplement mise sur un cheval et puis on a fait les 2 jours de route. Et ça n'a pas été un problème. Alors justement, on a parlé de la spécificité du cheval yakoute, qui n'est pas ce pur sang qui va courir sur les hippodromes. Est-ce qu'il a une spécificité, une capacité adaptative au milieu ambiant, parce qu'il va quand même vivre dans des conditions météo particulièrement difficiles? Je ne pense pas que le cheval yakoute soit particulier par rapport à d'autres. On m'a dit qu'il avait dans les poils quelque chose comme le renne, c'est-à-dire de l'air dans les poils. Mais c'est peut-être quelque chose qui n'est pas spécifique au cheval là-bas, mais qui existe ici aussi. C'est vrai qu'il a les poils qui poussent fort en hiver et qu'en été, on le retrouve pratiquement tondu naturellement. Mais bon, c'est un petit peu la même chose chez nous aussi quand il fait froid. Après, le cheval, il a une capacité d'adaptation à des températures qui fluctuent beaucoup entre l'hiver et l'été. Il y a presque 100 degrés de différence
entre les moins 60 en hiver et les plus 35, plus 40 degrés. Il fait très très chaud en été, avec beaucoup de moustiques, beaucoup de vermines qui gênent les chevaux, les rennes, pendant qu'ils sont en train de manger sur les prairies, et qui peuvent les fatiguer et les empêcher de se nourrir. C'est la cause de mortalité la plus importante chez ces animaux. Et ce sont des animaux qui sont capables en hiver de chercher leur nourriture sous 50-60 cm de neige. Je pense qu'ils sont un petit peu forcés à le faire et que tout cheval ailleurs dans le monde en serait capable. Ils font quelle taille à peu près ces chevaux yakoutes là, par rapport aux poneys qu'on a sous les yeux? Ce sont à peu près des doubles poneys, je dirais, entre 1,40 m et 1,45 m. Ces chevaux, ils ont été, ce qu'on dit aujourd'hui, on dit qu'ils ont été améliorés, je ne sais pas si c'est le bon terme, avec des croisements qui ont été faits avec des chevaux russes, notamment des chevaux lourds. Ce qui a alourdi un petit peu la race. Mais les chevaux sont quand même très très résistants aux températures, aux différentes conditions de relief, parce que le pays est couvert pour moitié par la montagne. C'est grand comme 6 fois la France. Et on dit qu'il y a 6 sous-races dans le cheval yakoute. Et en fonction des lieux. Et par exemple, dans une région de montagne, on va parler d'un Tashug, c'est un cheval de pierre ou un cheval des Rocheuses, si on veut. Les chevaux sont jamais ferrés et ils perdent naturellement leur corne au bout d'un moment. Ça pousse, puis ça se lime tout seul d'un coup, ça se casse. Voilà, j'ai jamais vu un cheval mal en point en Yakoutie, sauf peut-être les juments à la fin du printemps, parce qu'elles sont très fatiguées par l'hiver, la nourriture évidemment qui est difficile à trouver, et aussi par leurs poulains auxquels elles donnent naissance en mars-avril. Alors j'ai aussi en mémoire l'ouvrage de Homéric, Le loup mongol, qui raconte les histoires de Gengis Khan. Ce Mongol incroyable, et qui donc attribuait des chevaux aux guerriers qu'il préférait, et se faisait enterrer aussi avec le cheval qui avait accompagné une bataille ou avec qui ils avaient gagné la guerre contre d'autres adversaires. Et je me demandais si en Yakoutie, outre la sépulture dont on a parlé, de ces anciens qui voulaient rétablir des traditions passées, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire aussi de la Yakoutie des sépultures où on a retrouvé humain, cheval, ensemble ? Oui, effectivement, en Yakoutie, on retrouve des sépultures qui datent du XIVe, XVe, XVIe siècle. Les Yakoutes ont dit, on n'en sait rien en réalité, mais apparemment, ils seraient venus en plusieurs vagues du sud, de la région du Baïkal, de la Mongolie. Ils sont arrivés vers le nord, apparemment avec leurs chevaux, peut-être aussi avec leurs vaches, parce que ce sont aussi des éleveurs de bovins. Et on retrouve des sépultures où parfois le cheval est avec l'homme ou la femme, parfois des sépultures avec un étalon et plusieurs juments qui symboliquement dans l'autre monde devaient envoyer, de l'autre monde envoyer plein de petits poulains aux Yakoutes vivants. Et alors, toujours dans cet imaginaire-là, j'ai cru comprendre que vous éditiez des livres sur la vie au Grand Nord, sur la musique aussi dans le Grand Nord. Et il m'a semblé comprendre que certains Yakoutes, dans la musique, imitaient le cheval. Alors aujourd'hui, en Yakoutie, le cheval est tellement important, aux côtés parfois d'autres animaux de la taïga, que dans le milieu artistique, aujourd'hui, on essaie de réintroduire tous ces éléments naturels. L'idée d'harmonie avec la nature, de symbiose avec le cheval, c'est très très populaire aujourd'hui. Et en fait, on dit que quelqu'un est yakoute quand il est cavalier ou quand il connaît la nature.
Et donc il y a des artistes comme German et Claudia avec lesquels j'ai beaucoup travaillé depuis maintenant plus de 15 ans, qui ont introduit des imitations de chevaux. Et ça marche avec la musique. Mais ce sont des personnes qui ont une nostalgie de la vie au village et qui ont envie de montrer leur identité à la fois devant les Yakoutes de la ville ou de la campagne, mais aussi vis-à-vis des étrangers. Voilà. Qui est un vrai Yakoute est un cavalier, quelqu'un qui connaît le cheval. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des amitiés entre un cheval et un être humain, par exemple? Est-ce que vous avez rencontré sur le terrain, par exemple dans la dénomination, hein, on donne un prénom à un cheval ou pas là-bas, comme chez nous, où c'est tout un choix, hein, quand un poulain naît dans une écurie, il y a la lettre qui permet de savoir en quelle année il est né, mais ensuite c'est des décisions qui sont importantes où on va donner sa marque aussi individuelle. On nomme toujours les chevaux en Yakoutie. Les prénoms les plus populaires depuis quelques années sont des prénoms qui viennent des séries télé brésiliennes, qui sont très à la mode. Et ça plaît beaucoup. Mais on nomme les chevaux, et surtout les montures, parce qu'une monture est un animal très très précieux. Aujourd'hui en Yakoutie, je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on leur fait honneur et on les garde le plus longtemps possible, mais pas jusqu'à leur belle mort. Parce que même les montures, en fait, pour les Yakoutes, c'est ne pas respecter l'animal que de le laisser mourir comme ça et voir son corps se décomposer dans la nature. Pour un Yakoute, une belle mort, c'est de consommer, donner une belle mort, c'est consommer l'animal. Et quand on dit consommer l'animal, ça veut dire en boucherie, c'est industrialisé, c'est soi-même, comment ça se passe? La plupart du temps, l'abattage il se fait au mois d'octobre-novembre, loin dans la nature, au moment où la viande peut geler immédiatement. Donc il n'y a rien d'industrialisé dans ces pratiques-là. Et la viande est distribuée entre toutes les personnes qui ont laissé leur cheval à l'éleveur, qui en était responsable. Après, en ville, il y a quand même une sorte d'usine qui fabrique des mets yakoutes, ce qu'on appelle des délicatesses là-bas, et qui est semi-industrialisée. Mais c'est vraiment très mineur par rapport à la consommation de viande de cheval par les Yakoutes, qui en fait est plutôt rustique à la maison. La plupart des familles ont dans leur frigo la viande d'un poulain, au moins un. Et cette viande, elle vient c'est le poulain d'une jument dont ils ont la propriété et qui reste chez un éleveur toute l'année. Et la personne doit payer l'éleveur et lui fournir du foin. Et si elle venait à ne pas le faire, au printemps, le poulain a pu être mangé par un loup. Et l'éleveur va simplement dire que le poulain a disparu parce que la personne s'en est mal occupée. Oui, donc en fait, vous êtes en train de nous dire que le cheval est un moyen de communication aussi entre les êtres humains, hein, c'est-à-dire je te l'enlève pour signifier que tu n'as pas respecté le contrat, en quelque sorte. Hein. Donc c'est aussi... Est-ce que dans la langue, justement, yakoute, il y a des expressions qui sont associées au cheval et qui, justement, traduisent son importance et la place centrale qu'il occupe dans les rapports sociaux? Il y a énormément de proverbes et d'expressions liées au cheval. Alors là comme ça ne me vient plus, mais il y en a des pages et des pages si on devait en faire la liste. Et ça montre vraiment que le cheval n'est pas simplement un animal, mais qu'il est élevé au rang d'être humain. Et d'ailleurs, ça, on le voit aussi dans d'autres utilisations de la langue, dans l'épopée, le récit épique des Yakoutes, qu'on appelle Olonro, qui est généralement l'histoire d'un héros qui, au début, est seul. Il ne connaît pas le secret de sa naissance, il est seul, il n'a ni parents, ni frères, ni sœurs, et il voit la pluie qui tombe
du ciel. Il se dit peut-être que je suis tombé du ciel avec la pluie, mais il n'est pas mouillé. Alors il regarde par terre, il voit l'herbe et il se dit peut-être que je suis monté de dessous la terre avec les brins d'herbe, mais il n'est pas couvert de terre. Alors il va voir Al-Luk Mas, c'est le bouleau sacré qui pousse au milieu de la terre du milieu. Et de ce bouleau sort Aye Michil, l'esprit de la terre-mère, qui lui révèle le secret de sa naissance et surtout qui lui donne son armure et qui lui donne son cheval. Et c'est ce qui va lui permettre de partir en campagne et d'aller se trouver à la fois une femme, mais bien sûr des adversaires pour se prouver à lui-même sa force. Et c'est lui, ce héros, qui est le fondateur du peuple Sakha, du peuple Yakoute. Alors on raconte qu'il y a fort longtemps, sur un grand pâturage, vivait un cheval. Et il était bien parce que toute la nourriture était pour lui, il était tranquille jusqu'au jour où arriva le renne. Et là, le cheval se demanda ce qu'il pouvait faire et il est allé voir l'être humain en lui demandant de l'aider à chasser le renne de son pâturage. Et l'être humain, très rusé, fort rusé, lui a proposé de mettre une selle sur son dos, de lui mettre une bride et de monter sur son dos. Et ensemble, ils ont chassé le renne du pâturage. Et c'est depuis ce jour-là que le cheval est monté par l'être humain. Alors évidemment, bon, c'est une fable qui raconte la domestication du cheval, mais c'est une fable parce qu'elle n'est pas tout à fait réelle. En réalité, en Yakoutie, le renne et le cheval ne se gênent pas sur les pâturages, tout simplement parce qu'ils ne mangent pas la même chose. Le renne mange plutôt des champignons, des mousses, du lichen, alors que le cheval, il aime bien l'herbe, hein, comme chez nous. Non.